Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau café avec un expert, comme chaque lundi matin à 10 heures. Maintenant, nous en sommes au 12e numéro de ce café avec un expert. Ce café est le dernier de l'année, puisque les deux prochains lundis seront les lundis de Noël et du Nouvel An. Donc voilà, on va prendre 2 semaines de repos et pour revenir en pleine forme le 8 janvier. Donc voilà, j'espère que vous allez aussi prendre un petit moment pour vous reposer. Et justement, cette période de fin d'année est souvent le moment de faire un petit bilan de l'année passée, de se demander comment on va aborder l'année suivante. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai un invité qui va nous aider à aborder ces questions-là. Donc, je partage mon écran et je souhaite la bienvenue à Dominique Pireda, qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Dominique. Bonjour Céline, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de vous recevoir. On s'est rencontrés au Salon Rent il y a quelques semaines et c'était un beau salon. Tout à fait, ça m'a permis de faire votre connaissance, celle de Olivier, je crois, qui a été un de vos invités aussi, Oui, et celle de Sébastien également. Voilà, c'était un bon moment de partage qu'on a pu aborder un petit peu. Je crois que on pourrait dire notre passion commune. tout à fait, tout à fait. Donc, suite à ce salon Rent, j'ai suivi un petit peu ce que vous faisiez. Et moi, j'ai été très intéressée par la façon que vous avez d'aider les professionnels de l'immobilier. Comme je vous l'ai dit quand je vous ai contacté pour faire ce podcast, j'aime beaucoup cette interview, j'aime beaucoup vos podcasts, c'est ça que je voulais dire. Et je vous suis régulièrement, je me suis inscrite, donc un peu plus tard dans l'interview, on va mettre le lien pour que les personnes qui veulent vous suivre puissent le faire. Et c'est un moment, c'est 3-4 minutes par jour pour prendre le temps de se poser et puis de se poser les bonnes questions. Donc, on est là pour ça aujourd'hui. Mais avant d'aborder ce sujet-là, je voulais que vous présentiez un peu, nous disiez comment vous êtes venu à l'immobilier, quel est un petit peu votre parcours pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que vous faites. Alors, mon parcours, il est à la fois simple et à la fois long, puisque effectivement, il y a pas mal de passés derrière. J'espère qu'il y a encore beaucoup d'avenir devant, mais il y a pas mal de passés derrière. Donc, l'immobilier, moi, j'ai rejoint l'immobilier en 2004, d'abord dans la défiscalisation. Et puis, c'était à l'époque héroïque des lois de Robien. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer également des gens qui faisaient donc dans l'ancien. Et là, ça a tout de suite matché parce que je trouvais que c'était beaucoup plus prenant et beaucoup plus intéressant dans l'ancien. Donc, après la défiscalisation, naturellement, j'ai basculé sur l'ancien et on va dire d'à peu près depuis 2008. Donc, c'est vraiment une passion aujourd'hui, ce métier, et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. J'étais pas du tout de la partie initialement, puisque j'étais commerçant. Alors il y a toujours, on va toujours trouver qu'il y a la fibre commerciale, bien sûr, mais j'étais commerçant en magasin. J'avais des grands magasins de cadeaux, souvenirs. Enfin, ça c'est une autre vie. Et puis voilà, c'est ce qui m'a amené à l'immobilier. Donc je suis passé par la case défiscalisation et après l'ancien. Donc, vous êtes venu à l'immobilier. Alors, je vois que les personnes commencent à se connecter. Donc, je voulais vous dire à tous la bienvenue. Nous sommes en direct. Donc, si vous avez envie de nous faire un petit coucou, nous dire bonjour, nous dire d'où vous êtes, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, vous les posez dans le fil sur la page. Et comme ça, ils me viennent et je pourrais poser les questions directement à Dominique. Donc, vous nous disiez que vous étiez venu à l'immobilier. Quel est l'aspect que vous préférez dans le métier de l'immobilier? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce métier? Alors, il y a deux choses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'aide que je peux apporter aux mandataires. Effectivement, c'est la relation que j'ai avec de nombreux mandataires. Mais ça, c'est venu plus tard. Je vais faire une réponse très basique. Mais je sais qu'elle va paraître basique, mais elle ne l'est pas, en tout cas pas pour moi. C'est vraiment d'aider les gens dans leurs projets, parce que je considère que vendre sa maison, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose que
que je reprocherais un petit peu à la profession, c'est de pas prendre cet argument en considération. Vendre une maison, c'est très compliqué. Et bien souvent, on s'aperçoit que dans la démarche des propriétaires, eh bien, il y a aussi une petite part d'auto-sabotage parce que c'est un événement de vie, c'est même énorme et c'est quand même la chose sur laquelle on a le plus d'affectif, hein, matériel. C'est quand même la chose sur laquelle on a le plus de souvenirs. C'est quand même la chose sur laquelle on a les plus grosses craintes. Hein. Vous savez que la principale préoccupation des gens et des Français notamment, c'est d'avoir un toit sur la tête. Alors même s'ils le vendent et qu'ils le vendent pour en racheter un, il y a quand même, qu'on le veuille ou non, il y a quand même derrière toute une représentation qui est symbolique et qui est difficile à vivre pour beaucoup de propriétaires. Et je pense que ceci explique cela et certaines difficultés qu'on va rencontrer sur le terrain sont directement liées à cela. Et je pense que il faut s'attaquer, hein, comme toujours, au problème à la racine. Donc c'est par ça qu'on va pouvoir intervenir et faire notre métier comme il faut. Donc voilà, tout simplement, c'est aider les gens à réaliser leurs projets. Donc, une fois que vous avez énoncé ça, on comprend un petit peu mieux donc pourquoi vous en êtes venu peut-être à vouloir aider les professionnels à mieux aider à vendre leurs biens. C'est-à-dire que vous aidez, vous formez, vous accompagnez les professionnels de l'immobilier. Vous avez créé plusieurs outils pour ça. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous faites ? Alors ça aussi, c'est un petit peu arrivé par hasard, c'est-à-dire qu'en 2012-2013, j'avais déjà quelques années d'immobilier derrière moi, et puis, alors certainement dans un moment d'envie de changement ou d'envie de faire un petit peu autre chose, sans se séparer bien sûr de ce qui est ma passion, l'immobilier, ou peut-être une période creuse. Honnêtement, je me rappelle plus. Donc j'ai créé un premier blog. Qui a tout de suite très bien fonctionné, c'est-à-dire que les gens me trouvaient facilement, les gens me posaient des questions, et puis de là, c'est toujours pareil, hein, on se laisse prendre à son propre jeu. Est arrivée la phase vidéo, je vais dire, avec pendant presque 2 ans une vidéo par semaine, sauf pendant les périodes de vacances, mais sinon une vidéo par semaine. Et puis voilà, on sait aujourd'hui que via YouTube et via Facebook, surtout sur la vidéo via Facebook, entre guillemets, la mayonnaise, si je peux dire, prend très rapidement. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, un peu pris à mon propre jeu. Et puis, au bout d'un moment, se pose la question de savoir comment assumer tout ça. Parce que c'est beaucoup de travail. Une vidéo par semaine, c'est énormément de travail. Aujourd'hui, en plus, il y a les podcasts, il y a pas mal de choses qui se sont greffées dessus. Donc, il a fallu partir sur ce qui n'était pas du tout l'idée au départ, sur quelques formations payantes. Et puis de là, ça a encore évolué cette année avec un petit retrait de la vidéo, de la vidéo hebdomadaire. Maintenant, c'est des vidéos qui arrivent comme ça un petit peu à l'improviste, mais des formations en présentiel, beaucoup de formations en présentiel depuis le mois de juin. J'ai fait un petit peu toute la France puisqu'on a fait Fréjus, Valenciennes, Marseille, Paris plusieurs fois, Bordeaux, Angoulême. Enfin voilà, on est parti un petit peu sur toute la France. Alors ça a été une expérience formidable parce que forcément, c'est la rencontre avec les gens du terrain. Et ce que je voudrais simplement rajouter ici, c'est que je suis sur le terrain. Alors on me pose souvent la question, oui, c'est d'ailleurs la première réponse que je donne en formation quand je suis en présentiel. On me dit souvent, oui, mais alors comment tu peux être sur le terrain, être à la fois sur les vidéos, être à la fois sur les podcasts, être à la fois sur les webconférences, être à la fois en formation présentiel. Enfin, c'est assez. Alors, la réponse, elle est toute simple. C'est que je ne travaille pas tout seul. J'ai mon fils qui travaille avec moi et qui gère notre portefeuille commun. Ceci dit, cette année, il est vrai que le portefeuille, j'ai eu un peu moins de temps de m'en occuper. Donc, l'activité mandataire est un peu moins présente, a été un peu moins présente, mais elle l'est toujours. Et c'est vraiment quelque chose que je veux garder. C'est cette présence sur le terrain pour, comme je dis toujours aux gens que j'ai en face de moi, voilà, on parle le même dialogue. On parle exactement le même dialogue. C'est clair. Et c'est d'ailleurs ce que dit Paco Gomez, là, qui vient de faire un petit commentaire. Merci pour ce direct, je prends beaucoup avec Dominique. Donc voilà, vous avez des phrases. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions en direct. N'hésitez pas, faites vos commentaires, dites-nous d'où vous nous regardez. On sera ravis de pouvoir partager tout ça.
Donc, vous avez mis en place des formations, alors la chaîne YouTube, les podcasts. Donc, je voudrais en arriver maintenant à l'objet de cette interview, c'est de comment analyser une année 2017 pour bien préparer une année 2018. C'est-à-dire, quelles sont, à votre avis, les questions que doivent se poser les professionnels de l'immobilier, les mandataires, pour pour améliorer leur performance, pour avoir abordé l'année future un petit peu plus sereinement, déjà relever sans doute les problématiques. Quelles sont les questions à se poser, par exemple? Alors, la première de toutes les questions, mais qui est à se poser aussi en cours d'année, quand on a le moral un petit peu en bas, mais elle reste, à mon avis, primordiale, c'est pourquoi je suis là et pourquoi je fais ce métier. En règle générale, pour ceux qui avaient vraiment envie de ce métier, c'est l'indépendance qui va primer en premier, d'accord? Oui. Par contre, si on est là uniquement parce qu'on n'a rien trouvé d'autre et que c'est facile de devenir mandataire immobilier, je pense qu'il y a de sérieuses questions à se poser. Donc, revenir sans arrêt sur son pourquoi et faire le distinguo, c'est-à-dire, je suis rentré là, je suis là pour ça, est-ce que j'ai ça? Parce que bien souvent, on s'apercevoir qu'on a ce qu'on était venu chercher. On a l'indépendance, puisque c'est souvent l'indépendance. On a les relations humaines. On a tout ce qu'on est venu chercher. Et puis, des fois, la mayonnaise, elle prend pas. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on a ce qu'on est venu chercher, mais on fait pas ce qu'il faut pour le conserver. Et c'est vraiment la deuxième question qui est à se poser, c'est qu'est-ce qui a marché dans mon année déjà? Qu'est-ce qui a marché, hein? Partons déjà sur le positif. Ensuite, forcément, alors qu'est-ce qui a marché et pourquoi ça a marché? Est-ce que j'aime faire ça? Est-ce que j'ai eu des opportunités? Est-ce que je me suis beaucoup investi sur ce sujet-là? Le deuxième point, on va aller à l'opposé, on va chercher ce qui n'a pas marché, d'accord? Et puis après, on va se poser la question par rapport à cette année où j'en suis par rapport à mes objectifs de départ et comment j'avais fixé ces objectifs de départ. Est-ce que je les avais bien cernés au départ? Parce que atteindre un objectif, c'est pas difficile en fait. Parce que lorsqu'on se fixe un objectif, on se le fixe soi-même. Donc logiquement, pour peu qu'on ait un petit peu réfléchi avant, on sait très bien qu'on va se fixer un objectif atteignable. Et je crois que c'est la base de tout objectif. Par contre, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre cet objectif et qu'est-ce que je vais faire pour atteindre mes nouveaux objectifs. Si je n'ai pas de roadmap, comme je l'appelle, si je pars un petit peu dans tous les sens, si je pars au petit bonheur la chance, j'ai peu de chances d'atteindre mes objectifs. Alors, le gros avantage lorsqu'on est en deuxième année, c'est que on voit pourquoi on n'a pas atteint les précédents, on voit là où on est fort et là où on est faible, on a tous nos forces et tous nos faiblesses, hein. Et puis, on connaît aussi tous les clés de notre métier, hein. La prospection, c'est la base du métier, c'est le socle. Sans prospection, il n'y a pas de réussite, c'est pas possible. Or, si vous réfléchissez bien, la prospection, il n'y a rien de plus entre guillemets facile, puisque c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, c'est quelque chose qu'on peut faire gratuitement, c'est quelque chose et qui va nous rapporter énormément de choses. Donc les freins, on le sait, les freins sont sur nous-mêmes. D'ailleurs, sur la prospection, vous avez fait une semaine entière de podcast sur cette thématique-là, oui. Entre aller chercher dans les connaissances que l'on a, parler à son voisin de palier, qu'on est agent immobilier et que peut-être il connaît quelqu'un, le voisin connaît quelqu'un qui a un bien à vendre, regarder tout simplement dans son téléphone les contacts que l'on a, parler aux commerçants aux alentours. C'est vrai que vous donnez des exemples très pratico-pratiques, très illustrés. C'est ce qui aide, je pense, à avancer. Par rapport aux objectifs à se poser, faut des objectifs chiffrés. Donc, c'est quoi? C'est un nombre de mandats à ne pas dépasser ou à atteindre? C'est un nombre de ventes à faire, un nombre de visites? Quels sont les nombre de visites? Non, parce qu'on n'est pas, on n'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut gérer, d'accord? Par contre, le nombre de mandats, oui, le nombre de mandats qu'on veut se fixer, le nombre moyen de mandats qu'on va se fixer dans l'année. Je veux, par exemple, on sait que nationalement, enfin c'est comme ça que je l'interprète moi, nationalement, entre 20 et 30 mandats, on est dans le vrai, tout dépend de la qualité de ces mandats, bien sûr. Si on a 30 mandats exclus, on pourra pas s'en sortir. Et on n'a pas besoin de 30 mandats. Mais sur la moyenne de ce que je constate, entre 20 et 30 mandats. Après, il y a certaines régions qui vont nécessiter d'autres mandats, un peu plus de mandats en portefeuille, notamment dans les régions un petit peu
je veux dire, isolé, un petit peu très très rural, on va avoir besoin de plus de mandats. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les mandats seront plus faciles à prendre. On est bien d'accord. Donc, effectivement, se fixer un nombre de mandats qu'on va essayer de maintenir toute l'année. Tout ça pour justement conserver un niveau de prospection toute l'année, un bon niveau de prospection, parce que le but c'est pas d'avoir un portefeuille en termes de yo-yo, on est bien d'accord. Le but c'est d'avoir un portefeuille quasi identique toute l'année. Et comme je le dis souvent, lorsqu'on construit son portefeuille, on va travailler principalement sur la construction de son portefeuille, c'est-à-dire que je prends ça un peu, c'est un peu provoquant, mais je dis si vous avez 5 mandats aujourd'hui, entre une visite et une prise de mandat, n'hésitez pas à aller à la prise de mandat. D'accord? La visite, vous pourrez toujours la décaler. Une prise de mandat, si vous reportez un rendez-vous de prise de mandat, vous risquez fort de vous faire de perdre la prise de mandat ou qu'un confrère soit passé avant. Et dans ce cas-là, vous arrivez en deuxième position. Donc, l'objectif, c'est 80% de son temps sur la prise de mandat. Et puis, le jour où on a son niveau de mandat, eh bien là, on va commencer à se retourner et à se pencher sur son portefeuille. Et là, on va travailler sur son portefeuille. Mais je pense que voilà, c'est vraiment le principal, je dirais, la principale préoccupation que vous devez avoir, c'est maintenir votre niveau de mandat. Que les affaires fonctionnent ou qu'elles ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que si elles fonctionnent pas, peut-être que vous allez perdre des mandats, il faut en rechercher d'autres. Et si elles fonctionnent, ne laissez jamais votre niveau de mandat descendre, parce que vous allez le payer. Et nous faisons un métier qui est quand même très compliqué dans le sens où ce que vous travaillez aujourd'hui, vous êtes payé, si tout va bien, en avril prochain. Oui. Donc, c'est une gestion de trésorerie, une gestion émotive, enfin, je veux dire, intellectuelle et émotive, qui est très, très forte. Très, très forte. Donc, l'objectif sur le nombre de mandats, quel est un autre objectif qu'on peut poser? L'objectif, c'est de se forcer. Oui, de se contraindre à faire tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui n'a pas fonctionné. Et une fois que vous avez votre pourquoi et que vous savez que ce pourquoi vous y tenez toujours, parce qu'il y a ça aussi, on peut s'apercevoir qu'on a fait fausse route. Hein. Oui. Moi, je vous avoue franchement, j'ai coaché des gens qui aujourd'hui ne sont plus dans l'immobilier. Bon, parce que je les ai poussés à réfléchir et il fallait se rendre à l'évidence. Moi, je le voyais, c'était gros comme une maison, justement. Hein, employant cette analogie-là, mais c'était gros comme une maison. Voilà, ils n'étaient pas à leur place. Ils avaient rejoint ce métier parce que on arrive. Alors, on le constate également beaucoup dans notre profession. On a beaucoup de gens qui arrivent à 45 ans, qui sont soit volontairement partis de là où ils étaient parce que risque de burn-out et tout, et qui rejoignent cette profession. Mais passer du salariat à l'indépendance, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc voilà. Donc le plus gros frein, c'est bien souvent là. Donc voilà, des gens qui n'avaient rien à faire dedans. Donc, n'ayons pas peur de se poser la question. J'ai un pourquoi. Est-ce que j'ai ce pourquoi? Si j'ai ce pourquoi, mais que je n'y arrive pas, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je dois corriger? Et on s'apercevra que les 3/4 du temps, c'est la prospection. Et puis, voilà, je me mets au travail ou je m'y mets pas. Je veux dire, là-dedans, il y a aucun jugement à avoir. Si je m'y mets pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Mais voilà. C'est vrai que un sujet qui revient dans beaucoup de métiers où on est indépendant comme ça, c'est la procrastination, c'est-à-dire remettre et remettre encore les actions qu'on peut faire. Est-ce que vous avez des astuces par rapport à ça, des conseils, comment passer à l'action, comment faire quand on n'y arrive pas? Oh là, c'est compliqué là. Hein. C'est compliqué parce que chaque personne a ses raisons qu'elle invoque, même si elles sont souvent fausses, mais a ses bonnes raisons qu'il invoque. Non, il y a une discipline. Il y a une discipline à avoir. Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est que par rapport à toutes ces pseudo-difficultés, parce que sincèrement, je peux vous assurer, et ça je le répète souvent en formation, on a un métier qui est très simple, Et je pourrais même disserter, la vie en règle générale est très simple. Nous sommes des humains et nous passons notre temps à la compliquer. Mais pour ce qui est de notre travail, la principale chose auquel j'aimerais amener les gens, arrêtez de travailler gratuitement. D'accord? C'est-à-dire que, alors ça avait fait l'objet également d'un podcast et je crois même d'une vidéo qui s'appelait les tâches pile ou face. Chaque fois que vous allez entamer une action, quelle qu'elle soit, que ce soit de la prospection basique, même de la prospection téléphonique, envisagez toujours un plan B. Le plan B, c'est quoi? Lorsque vous vous lancez dans une action, elle a
elle a un but, c'est d'avoir un résultat qu'on va appeler le A, d'accord? Par exemple, j'appelle un client en prospection téléphonique. Mon objectif principal, mon objectif A, c'est de prendre un rendez-vous, d'accord? Si je n'arrive pas, alors avant de composer le numéro, dites-vous, si je n'arrive pas à obtenir ce rendez-vous, comment puis-je rentabiliser cet appel, d'accord? Cet appel, je raccroche, c'est fini. C'est pareil avec les acquéreurs, je fais visiter, c'est fini. Au revoir monsieur, madame, ça vous plaît pas, très bien. On s'aperçoit que c'est un grand défaut dans notre profession, c'est qu'on n'optimise absolument pas notre métier, absolument pas nos actions. Or, moi je dis aujourd'hui, chaque fois que vous allez entamer une action, prenez le plan B. Si cette action n'aboutit pas pour ce pourquoi je la lance, comment je vais pouvoir récupérer cette personne? Comment je vais pouvoir tirer bénéfice de ce rendez-vous de visite qui n'aboutit pas? Comment je vais pouvoir tirer bénéfice de cet appel téléphonique qui n'aboutit pas? Comment je vais pouvoir bénéficier d'un retour quelconque sur cette prise de mandat qui n'aboutit pas? Voilà, toujours prévoir un plan B. Voilà, c'est très simple, hein, c'est très basique. Vous avez un appel en prospection, eh bien, repositionnez un rendez-vous avant de vous faire jeter. Si vous avez peur de vous faire jeter, voilà, si vous tirez trop sur la corde, vous sentez que ça tend, eh bien, c'est très simple. Dites à la personne, OK, je comprends très bien, je vous rappelle dans 15 jours. Sauf que quand vous allez rappeler dans 15 jours, on sera plus du tout au même niveau. Vous aurez déjà eu cette personne, vous aurez déjà eu des informations, peut-être que vous aurez récupéré son nom. Alors, peut-être qu'elle ne se souviendra pas de vous la deuxième fois. Fort à vous de lui rappeler que vous aviez un rendez-vous téléphonique, puisque c'est réellement un rendez-vous téléphonique. Et voilà, pareil pour les prises de mandat, pareil pour les visites. Une visite, elle doit servir aussi bien à gérer et à obtenir une offre d'achat que à vis-à-vis de votre propriétaire. Donc, obtenez une offre d'achat. Si vous l'obtenez pas, faites faire votre travail à votre prospect visiteur, c'est-à-dire demandez-lui une évaluation du bien, demandez-lui un montant des travaux s'il juge qu'il y a des travaux. Enfin, voilà. Je pourrais vous passer des heures. Je vais parce que je pourrais vous passer des heures. On a juste une demi-heure pour notre pause café, donc on va faire un petit peu plus vite. Je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, bienvenue pour ce café avec Dominique Pineda. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les dans le chemin, là, dans le live. Vous pouvez mettre vos petits commentaires, nous faire un petit coucou, on sera ravis. Donc, voilà, 2017, on fait le bilan, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, pour 2018, on garde ce qui a marché, forcément, peut-être, on réadapte, on peaufine. Et alors, par rapport à ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui peut ne pas avoir marché? Est-ce que vous avez des exemples de choses qu'on se dit, alors ma prospection ou ma communication, enfin, parce que moi, c'est ma partie, quand je vois pour certains comment leurs communications sur les réseaux sociaux sont faites, voilà, il y a des choses à améliorer aussi de ce côté-là. Donc, comment on fait quoi? On se dit, moi, je dirais d'emblée, chacun devrait prévoir au moins 1 ou 2 formations dans l'année pour améliorer justement les points qui ne fonctionnent pas. Alors, je ne sais pas si c'est votre recommandation. Alors, bien évidemment, la formation, quelle qu'elle soit. Alors, vos réseaux, pour les agents en réseau, vos réseaux offrent des formations, mais il y a une chose très importante, c'est d'aller se former à l'extérieur, avec d'autres formateurs, avec d'autres discours et surtout mélanger à d'autres mandataires. Je vois que ça porte énormément ses fruits puisque mes formations à moi sont ouvertes intermandataires. Je suis pas le seul, je suis pas en train de vendre quoi que ce soit, mais je veux dire, voilà, chaque fois vous pouvez aller vous former à l'extérieur. Ne négligez pas vos formations, c'est pas qu'elles sont internes, c'est pas qu'elles sont de mauvaise qualité, mais c'est qu'il y a moi j'appelle ça la consanguinité, c'est peut-être un vilain mot, mais voilà, il y a une consanguinité et puis il y a un petit côté un petit peu hymne au drapeau qui fait que voilà, on n'est pas vraiment libre de penser comme on a envie de penser, on n'est pas voilà, on pense que le meilleur est là. En fait, le meilleur n'est jamais là, vous le savez tous. Je veux dire, on a tous à apprendre des autres, donc allez partager. En plus, il y a une chose qui est fabuleuse en partageant son savoir, c'est que en partageant son savoir, non seulement on ne se défait pas du sien, donc ça c'est contrairement à l'argent, si vous prêtez de l'argent, vous donnez de l'argent à quelqu'un, vous le perdez. Le savoir, non seulement vous le perdez pas, mais en plus vous le donnez et en échange vous en recevez. Donc aller à l'extérieur, ça c'est sûr que 2-3 formations minimum dans l'année, c'est nécessaire. Ensuite, vous parliez tout à l'heure de la communication. Alors
moi, à mon niveau, ce que je rencontre, c'est bien sûr qu'il y a des problèmes de communication. Je suis entièrement d'accord. Et la communication, c'est un point très important. En premier lieu, si vous ne faites pas, parce que c'est quand même là que le bas blesse, si vous ne faites pas de prospection, suffisamment de prospection, à mon avis, vous n'allez pas durer très longtemps. Donc voilà, avant de s'attaquer à la communication. La prospection, ça doit venir une seconde nature. Alors, on va mettre dans l'ordre. Pour moi, faites de la prospection une seconde nature. Ça doit être 24 heures sur 24, la prospection. Peut-être pas parce que vous n'allez pas embêter votre femme ou votre mari sur l'oreiller avec ça, mais je veux dire, en dehors, ça doit être tout le temps, ça doit être un réflexe. Et vous allez voir que ça devient très naturel et que c'est plus du tout un poids. Ça, c'est le premier point. À partir de ce moment-là, effectivement, affinez votre communication, et la communication aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est hyper important. On est tout à fait d'accord, Céline, sur ce sujet-là. Et surtout, c'est ceux qui apprennent aujourd'hui qui seront là demain. D'accord? Il ne s'agit pas de remettre ça au lendemain et d'attendre encore 2 ans avant de se former à ces techniques. Voilà, alors, je pense que là, on a un commentaire là de Fabrice Boyer qui recommande 1 ou 2 formations minimum par an. Voilà, pour avancer. Voilà, Fabrice Boyer, qui est un excellent formateur également et qui est mon comparse, mon compagnon de formation, puisque on a pris le parti, même si économiquement c'est peut-être moins entre guillemets rentable, on a pris le parti de faire ces formations loi Allure sur 2 jours, donc 14 heures, 2 fois 7 heures, et de les faire à 2, de façon à pouvoir mettre un petit peu de rythme dans les formations et puis s'appliquer à nous-mêmes. Ce qui est primordial aussi dans ce métier, d'ailleurs que je peux rajouter, c'est qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. Donc voilà, moi j'en ai pris mon parti, je me sens beaucoup plus libre depuis que j'ai pris ce parti d'accepter cette chose-là, et voilà, et je vous invite vraiment à faire tous de même vis-à-vis de vos clients. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, 14 heures de formation, imposer 14 heures avec une personne avec qui on n'apprécie pas forcément, ça peut être difficile. Donc on a pris ce parti effectivement d'être à 2 et de faire une journée chacun. Et je pense que ça c'est très apprécié. Puis en plus Fabrice a des capacités et des qualités que je n'ai pas, et j'ose espérer que j'en ai également. Donc voilà. Donc c'est un petit peu le parti. Et par rapport aux 14 heures obligatoire de la formation de loi Allure, moi je me dis souvent qu'il est bon d'aller peut-être au-delà aussi, parce que il y a peut-être des formations qui ne sont pas forcément dans des catégories de la loi Allure qui peuvent aussi aider à améliorer son business et sa façon de gérer le business. Tout n'est pas forcément englobé dans les formations loi Allure, donc il y a peut-être à aller voir un petit peu plus loin que ça. Alors, le problème, c'est que la loi Allure, quand on dit formation loi Allure, il y a beaucoup de comment dirais-je, de méprise là-dessus. La loi Allure, elle impose que très peu de choses, en fait. Elle impose 14 heures de formation, mais à l'intérieur, hormis des thèmes bien précis, comme la déontologie, par exemple, il y a pas vraiment, c'est une loi, j'allais dire, une fois de plus, elle est certainement bâclée, même si elle a sa légitimité, et je trouve on va sur le bon chemin, mais elle n'est pas encore aboutie pour moi. Alors, est-ce qu'elle sera aboutie un jour, ou est-ce qu'on reverra la loi Hoguet dans sa totalité, dans sa globalité, ce que j'aimerais bien, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, la loi Allure, après on y met ce qu'on veut dedans. Donc, choisissez dans un premier temps des formations internes, évitez le e-learning. Même si moi je fais du e-learning, mais c'est pas dans le cadre de la formation loi Allure, mais évitez le e-learning uniquement en se disant je fais mes 14 heures, je m'en débarrasse, je me mets devant un écran. C'est pas comme ça que vous allez évoluer. Alors effectivement, vous serez à jour, oui, effectivement. Je regrette que d'ailleurs qu'on puisse faire la loi Allure en e-learning. Voilà. Donc choisissez dans un premier temps des formations en dehors de votre réseau. Faites par exemple la loi Allure à l'intérieur de votre réseau et allez vous former ailleurs sur d'autres sujets ailleurs. Choisissez vos formateurs dans un premier temps, parce que ça c'est important. Vous allez passer 14 heures ou une journée ou 2 jours ou voire une semaine, parce qu'on a quelques projets là-dessus avec des formateurs. Et puis choisissez le programme, bien évidemment, de ce que vous allez apprendre et ce que vous avez besoin d'apprendre. Alors, on a des réactions. On a Denis qui nous dit merci pour ce partage. Denis. Et puis, nous avons aussi Patricia, voilà, à Loato, qui nous dit merci Dominique, toujours de bons conseils. Alors, merci. On va continuer. Donc,
Pour 2018, on fait de la formation hors de ce que le réseau propose. On choisit des formateurs qui nous plaisent. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour améliorer hors de la formation? Peut-être ou des suggestions de formation, parce que ce que vous faites souvent dans ce que vous dans vos podcasts, il y a notamment celle de la numéro 69, je crois que j'ai bien aimé, qui s'appelle Se remettre en question, où vous parlez aussi du travail sur soi, aussi de l'organisation de son planning, comment savoir prioriser les choses, comment passer à l'action. Enfin, vous abordez plein de sujets comme ça qui sont pas forcément applicables qu'à l'immobilier, mais qui font partie des choses qu'il faut faire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui est hors immobilier finalement? Alors, si vous avez aimé le 69, vous allez aimer tous ceux qui sont qui seront cette semaine, puisque c'est voilà pour finir l'année, parce que Mandataire Immo aussi part en vacances, donc on est vraiment sur ce sujet-là. Alors, excusez-moi, j'ai perdu la question en fait. Alors, alors, entre deux, je vais partager Paco qui dit très envie de participer à une formation avec Dominique. Je prévois ça. Bon, voilà, futur client, Dominique. Et non, ma question, c'était au-delà des formations purement immobilières, quel type de choses on peut faire pour, par exemple, mieux s'organiser, passer à l'action, arrêter de procrastiner, organiser son emploi du temps. Voilà, tous ces aspects-là que vous abordez, qui sont importants aussi au-delà du métier de l'immobilier. Alors moi, je suis très agenda papier, hein, parce que j'ai des tas d'agendas électronisés par tous les stades, mais l'agenda papier reste quand même celui qu'on va respecter le plus, d'accord? D'abord parce qu'on va pas fermer l'écran, il est là, il est sur la table, et donc c'est celui qu'on va respecter le plus. Organiser son agenda et surtout le respecter. Ce qui est fabuleux dans les agents immobiliers, c'est qu'ils ont toujours l'air débordés, Oui. mais que en fait, si vous regardez la vidéo que j'ai fait sur le sujet, et beaucoup, et même des gens d'un certain niveau, hein, je veux dire, il y a des conseils des fois qui servent aussi, heureusement d'ailleurs, à des gens qui ont, comme je dis souvent, de la bouteille. Et bien, on s'aperçoit que on se dit débordé, mais si on reprend réellement son agenda, si on reprend, j'avais fait le test avec les smartphones. Hein, à chaque fois que vous faites un travail vraiment professionnel, vous mettez la minuterie en place, et puis à la fin de la journée, vous faites le total, et on s'aperçoit en fait que on se disperse beaucoup. Alors, mettez en place un agenda, respectez-le. Un agenda, ça doit être respecté. Avant tout, ça doit être respecté. Donc, comme je disais sur le podcast, pour ceux qui n'ont pas écouté, effectivement, on y inscrit d'abord les choses en dehors des choses professionnelles, parce qu'on a tous des obligations et puis des envies aussi. Hein. Si on a envie d'aller au sport, si on a envie de passer une demi-journée avec ses enfants. Donc, ces choses-là sont les plus importantes à partir du moment, bien évidemment, où elles sont raisonnables, en nombre et en temps raisonnable. On inscrit d'abord toutes ces choses qui sont personnelles. Ensuite, on va inscrire toutes les choses qui sont incontournables. D'accord? On sait qu'on a besoin de tant d'heures de prospection dans la semaine. Eh bien, on va inscrire ces heures de prospection. Et tout ça, ça va rester immuable. Bien évidemment, si on a un rendez-vous chez le notaire qui se présente, on va revoir son agenda. Mais ça, c'est des choses vraiment urgentes, importantes et incontournables. Tout le reste, le problème du métier d'agent immobilier, c'est que tout est urgent. D'accord? Une visite, c'est urgent. Une prise de mandat, c'est urgent. Une prospection, c'est urgent. Une négociation, elle est urgente. Un rendez-vous notaire, il est urgent. Donc, comment arriver à gérer les urgences? Eh ben, c'est de se dire que on va les planifier. On va toutes quasiment les mettre au même niveau et puis on va les planifier dans son agenda. Et surtout, on va se discipliner et on va respecter cet agenda. Je crois que la base de tout, c'est ça, respecter son agenda. Les deux choses, oui, respecter son agenda, la formation, on va dire même 3, et la prospection, faire que la prospection devienne une seconde nature. Écoutez, merci Dominique pour tous ces bons conseils. Alors, ce qu'on va faire, je mets tout de suite, je partage le lien vers votre site, le mandataire immobilier, comme ça. Oui, bah alors il y a le blog mandataire-imo.fr. Donc voilà, je le mets dans les partages. Et puis, j'ai vu aussi sur cette page du blog que vous avez 2 conférences à venir au mois de janvier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les webinaires là, à venir? Alors, il y a une formation qui est sur laquelle je travaille. C'est une formation
qui sera à la fois sous forme de vidéo, sous forme de podcast journalier, délivré tous les jours, qui sera très large. C'est-à-dire c'est une formation en fait qui va partir un petit peu comme ça en pyramide. Elle sera très large au départ sur le savoir-être, sur un tas de petites astuces comme ça pour se motiver. Et puis petit à petit, elle va monter. C'est-à-dire qu'il y aura différents sujets qui seront développés. Elle montera vers la professionnalisation et vraiment le métier de l'immobilier. Donc ça, c'est en cours de fabrication. On a également. Excusez-moi, mais ça, c'est pour bien commencer l'année finalement. Autant commencer l'année avec ce type de formation. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y aura un webinaire pour le lancer. Donc, le webinaire auquel vous faites allusion, c'est ça, effectivement. Ce sera un webinaire de lancement. Ce sera une petite formation petite formation, non. Ça sera un petit prix, ça sera une formation, puisque dans notre métier, vous savez qu'il n'y a jamais de petites choses. Donc, il n'y a que des grandes choses. Donc, voilà, ça sera une formation qui sera dédiée vraiment à tout le monde, hein, y compris à ceux qui veulent revoir les basiques et qui veulent monter plus haut. Deuxième chose, on a des projets avec mon camarade Fabrice Boyer. On a des projets de formation très pointus qui s'adresseront à la fois aux débutants et qui pourront également intéresser dans certains autres modèles et qui pourront intéresser les gens d'expérience. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille ensemble. Et puis, toujours pareil, IMO Academy, hein, qui sera présent également cette année dans toutes les villes de France. Enfin, toutes les villes importantes de France. On va essayer de quadriller un petit peu la France pour pouvoir offrir des formations loi Allure avec de nouveaux programmes, bien évidemment. Et puis les podcasts qui vont continuer. Tant que je trouve l'inspiration, on va continuer les podcasts. Alors je vous avoue que c'est pas facile, hein. D'abord ça prend beaucoup de temps et puis c'est pas facile de trouver l'inspiration. Mais voilà, bon an mal an. Je viens de mettre le lien pour les podcasts pour s'inscrire, pour le podcast de tous les jours. Voilà, leboncoach.fr/inscription-podcast-du-jour-2-Dominique. Donc vous cliquez là et ça vous permet de vous inscrire pour les recevoir. C'est ce que j'ai fait et moi, comme je vous disais, j'aime bien avoir le temps de mon trajet matinal de la maison au bureau, d'écouter ça et ça permet de commencer la journée. Eh ben, je vous remercie, c'est très gentil. Voilà. Alors pour finir, je viens de mettre un petit encadré Noël que je vous propose Bilac parce que voilà, comme je le disais en début de présentation, cette édition est la dernière de l'année. Puisque les 2 prochains lundis, c'est le lundi de Noël et le 1er janvier. Donc, je pense pas avoir beaucoup de monde en faisant un café avec un expert ces 2 jours-là et déjà trouver des experts disponibles pour le faire. Donc voilà, merci Dominique d'avoir clos cette année 2017 avec tous vos bons conseils. Et puis, je serai ravie de vous recevoir à nouveau en 2018 si vous avez envie de venir partager avec nous des nouvelles idées de formation et puis des bons conseils, peut-être faire une petite piqûre de rappel en cours d'année sur des choses à faire. Avec plaisir, bien évidemment. Merci Dominique, à bientôt. Merci à tous. Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir été nombreux aujourd'hui à nous suivre. Merci de vos commentaires. Vous souhaitez de très bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, commenter et partager cette vidéo parce que je pense que beaucoup de confrères peuvent en bénéficier. Plein de bons conseils à retrouver. Cette vidéo sera disponible, bien sûr, sur la page Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube de Profil d'Expert. Et puis, eh bien, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous le 8 janvier prochain avec une nouvelle série d'émissions et d'interviews d'un café avec un expert. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée. À très bientôt et bonne fin d'année à tous. Bonne fête. Au revoir et bonne fête. Merci Dominique. Bye bye.